Cher Tidiane Sow, bonjour. Bonjour, Monsieur Gay. Cher Tidiane Sow, vous êtes coach en communication politique, fondateur et consultant de Lead Consulting spécialisé dans le leadership et la communication. Du point de vue de votre carrière internationale, eh bien, vous avez eu à travailler à Renault, à Standard Bank of South Africa et à IBM, toujours en Afrique du Sud. C'est pour faire court. Docteur Sow, vous êtes mathématicien de formation. C'est un plaisir de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité et bonjour à vos auditeurs. Alors, cher Tidiane Sow, l'actualité de cette semaine a été marquée par des formules qui ont été largement reprises par les médias. Allusion à la déclaration du président Macky Sall, Mburok Sow bi neex na torop, disait le chef de l'État. Selon vous, cher Tidiane Sow, ces métaphores ne reflètent-elles pas la faiblesse du vocabulaire politique actuel et la profondeur de la crise politique depuis le fameux Wakhet du président Abdoulaye Wade? Oui, bon, vous savez que le vocabulaire politique d'une façon générale est toujours empreint d'un certain cynisme. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et les métaphores du président, évidemment, rentrent dans ce cadre-là. Comme vous savez, bien avant, il y a eu le Wakhet de Wade. Mais encore bien avant, il y a eu, si vous vous rappelez, sous l'ère de Senghor, qui parlait de Maître Wade, avec ses roublardises, il disait Laye Diombor. Donc c'est quelque chose déjà qui existait. Et si vous vous rappelez aussi, Diouf lui-même aussi parlait de Wade en faisant allusion à son crâne qui était comme un œuf, parce qu'il était chauve, il disait Nen Doufi Bondé. Donc ces petites phrases sont récurrentes, c'est un peu ce qu'on appelle des accroches dans la vie politique. Les hommes politiques en sont friands, bien entendu, mais le public aussi en est friand, parce que ce sont les choses dont on se souvient beaucoup plus tard. Ce sont des choses qui passent dans la postérité. Si vous vous rappelez, je me souviens, elles peuvent être aussi quelquefois bien brutales, parce que si vous vous rappelez du sommet de la Terre à Johannesburg, Chirac avait eu cette formule en disant notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs. Il y en a d'autres du style, si vous vous rappelez aussi, je pense que c'est Jean-Pierre Chevènement qui disait ça, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Bon, donc ces petites phrases restent. Et c'est un peu le sens de la politique, parce que rappelez-vous que le politique, il parle au peuple et il essaye évidemment dans cet esprit d'accrocher l'esprit du peuple. Et ce sont ces petites phrases qui accrochent. Il parle peuple et s'imagine peuple. Il s'imagine peuple aussi, bien sûr. Ils raccourcissent un peu la distance qu'il y a entre eux et le peuple. Et vous vous rappelez aussi que quand le président l'a dit, il était en train de faire une allusion à ce qu'avait dit Idi, qui voulait en fait exprimer que maintenant il est inséparable avec le président. Donc c'est là l'expression de Mburok Sow. Et vous avez entendu aussi les autres échos de Khalifa qui dit moi je ne suis pas Gloria, et Bougane aussi qui a dit que je ne suis pas Gloria, parce qu'on a commencé à parler de Mburok Sow et Gloria. Mais pourquoi parle-t-il comme ça? Historiquement, comment expliquez-vous cette métamorphose du langage politique de plus en plus populaire? Oui, parce qu'avant, si vous vous rappelez, avant il y avait une sorte de caste qui était entre les hommes politiques et les gens qui votaient. Moi je me souviens dans ma jeunesse, mon père qui était un socialiste achetait littéralement les cartes de beaucoup de personnes dans le quartier et allait même voter pour eux. Donc il n'y avait pas besoin de s'adresser réellement au peuple. Il s'adressait beaucoup plus à ces sortes de grands électeurs, dirais-je, qui faisaient le travail. Maintenant, ça a un peu changé. Les époques ne sont plus les mêmes. Donc aujourd'hui, il faut s'adresser à l'individu lambda qui est à Kermassar, qui va aller voter, le primo-votant qui n'a pas une culture politique très importante. Donc il faut lui parler le langage qu'il comprend. Parce que dans la communication, en fait, il y a trois éléments qui sont très importants. Il y a celui, évidemment, qui parle, il y a le message qu'il dit lui-même, mais il y a aussi ceux à qui il s'adresse. Le récepteur aussi. Le récepteur, c'est ceux à qui il s'adresse. Et de ces trois, c'est vraiment le récepteur qui est le plus important. Et je pense que maintenant, les hommes politiques ont compris cela, d'où justement le fait de trouver des formules, j'ai envie de dire, toutes faites,
ou qui reflète un peu une certaine réalité pour ces gens-là. Je suis convaincu que Mbourek Sow est beaucoup plus délicieux que Benno Bokk Yakaar, par exemple. Mais est-ce que cela n'est-il pas devenu manifeste aujourd'hui, cet appauvrissement du langage politique? Est-ce que ce n'est pas devenu aujourd'hui évident? Ça l'est, mais bon, ça a une longue histoire, parce qu'aussi, oui, il faut dire que... De Senghor à Macky Sall aujourd'hui, en passant par Diouf et Wade. Oui, bien sûr. Oui. Mais bon, vous avez cité les 4 hommes d'État qu'il y a. Disons que Senghor était quand même un homme de lettres. Il se définissait d'ailleurs comme un président poète. Diouf avait aussi une caste, était un administrateur, donc un haut cadre avec une caste de hauts fonctionnaires qui étaient avec lui. Je dirais qu'à partir de Wade, il y a eu une sorte de délitement qui s'est passé, où, disons, il y a un peu ce que j'appelle une culture de proximité ou des nominations de proximité par rapport à des nominations de capacité. Et à partir de là, évidemment, il y a eu un appauvrissement, une sorte de médiocrité, dirais-je, si je peux me permettre, de l'individu politique. Mais parce que tout simplement, il y a aussi un appauvrissement, disons, de nos étudiants, il y a un délitement du système éducationnel. Et donc, tout cela, c'est une chaîne qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous avons un peu les hommes que nous méritons. Et donc, on le retrouve dans le langage, absolument. Oui, des hommes que mérite le peuple qui s'identifie finalement à ses décideurs. Absolument, et vice-versa. Les décideurs aussi qui essayent, parce que n'oubliez pas quand même que la vie politique, c'est le vote. Est-ce que ce n'est pas facile et que, oui, ceux qui dirigent ont beaucoup plus de responsabilités que le peuple qui perçoit et qui reçoit ces messages? La responsabilité est entière, mais je dirais qu'il faut aussi qu'ils aient les moyens de leur responsabilité. C'est-à-dire leur langage reflète en fait ce qu'ils ont appris, reflète ce qu'ils savent. Vous voyez, vous écoutez la radio, vous écoutez la télévision, vous avez le reflet de ce que les gens disent dans la rue. C'est pas parce que les gens ne sont pas responsables de l'éducation qu'ils devraient faire ou de l'encadrement qu'ils devraient faire, mais les gens, ils s'expriment parce que ce sont les moyens qu'ils ont. C'est là où s'arrêtent leurs moyens, c'est là leur limite, c'est là leur plafond de verre d'expression, parce que la médiocrité est ambiante. Elle est ambiante, absolument. La médiocrité, dites-vous. Mais est-ce que pour vous, c'est un hasard si c'est dans ce contexte de pauvreté terminologique que surgisse la violence, et cette violence, qu'elle soit physique ou verbale? Je dirais que le lien entre la pauvreté et cette violence dont vous parlez est assez ténu. C'est pas si fort que ça. Ah oui? Non. J'en ai une autre, en tout cas, lecture. Je dirais plutôt que la violence aujourd'hui que nous avons, c'est plus lié à de l'intolérance. C'est-à-dire que nous avons une minorité intolérante dans le pays. Et nous avons aussi, je pense, un laisser-faire des incivilités que nous constatons. Et qu'est-ce qui l'explique? Je ne saurais trop dire réellement. Ce qui l'explique, c'est, par exemple, je ne comprends pas qu'un député de la République dise pour la deuxième fois, fasse appel à prendre des machettes pour régler des contentieux, et qu'il ne soit ni exclu de son parti, ni même renvoyé de l'Assemblée nationale, et que ça se passe au fil de l'eau. Ça, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas non plus qu'un ministre de la République s'adresse à sa communauté en disant « votez pour moi ». Des choses extrêmement dangereuses. Imaginez que chaque homme politique aille dans son fief et dise « votez pour moi parce que je suis de votre communauté ». On dirait que les gens ne se rendent pas compte de la pente vers laquelle on glisse. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Je pense que c'est un laisser-faire, je pense que c'est un manque de culture politique dans le pays. Je pense que c'est aussi un manque de débat. On a énormément de monologues, mais on n'a pas assez de débats pour justement... Cela s'est aggravé aujourd'hui. Ça s'est largement aggravé aujourd'hui, on l'a vu dans les tournées, on l'entend. Si cela s'est aggravé aujourd'hui, quelle en est la cause principale? Il y a une sorte de médiocrité ambiante qu'il y a, qui fait que les gens, on laisse faire. Moi, je pense qu'on n'a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qui ferait que, évidemment, qu'on arrêterait ces dérives-là. Donc, il y a une tendance de laisser faire qu'il y a et qui amène un peu malheureusement, qui amène un peu à ces incivilités. Puisque nous sommes dans le contexte de violence qui se manifeste de plus en plus, il y a des nervis. Ces nervis donc qui de plus en plus sont parlé d'eux et qui remontent au moins sous Wade avec les calots bleus. Là également, il y a nécessité d'explication.
Oui, il ne faut pas oublier que la culture politique sénégalaise est une culture violente. Ah. C'est-à-dire que de toutes les élections, il y a tout le temps eu des morts. Donc nous avons une culture violente au niveau des élections. Ça, c'est malheureux. C'est depuis 63 déjà, sous Dia et Senghor, il y a déjà eu ça. Mais bien avant, on peut remonter même peut-être à 1848, aux premières élections, disons, de représentants de la colonie à l'Assemblée nationale française. Bref, mais ça ne date pas des calots bleus. Rappelez-vous, déjà même sous le PS, il y avait déjà des sortes de tonton Macoute. Bon, pour faire un peu un clin d'œil peut-être au tonton Macoute de Haïti, de Duvalier, il y avait déjà ces gens-là au Sénégal. On les appelait, moi j'ai été étudiant à Dakar, on m'a sorti des amphis, on m'a tabassé, parce que tout simplement nous n'étions pas avec la ligne du Parti Socialiste. Donc il y avait ces forces frappes. Et je crois même savoir que le grand Serigne de Dakar était le patron de ce groupe-là, si je me trompe. Enfin, à vérifier. Mais disons que cette culture-là est prégnante, elle est là depuis longtemps. Elle est prégnante. Voilà, tout à fait. Wade est venu avec ses calots bleus, parce qu'au niveau de l'opposition, il fallait protéger le président. Si vous vous souvenez bien, Wade n'a jamais été arrêté dans la rue. On l'a toujours arrêté chez lui ou à son bureau. Pourquoi? Parce que ces calots étaient là pour le protéger et le soustrayer chaque fois que les gens voulaient l'attraper. Mais aujourd'hui, le paradoxe, c'est que, oui, cela se manifestait du côté de l'opposition. Oui. Mais aujourd'hui, c'est que ça a tendance à changer de camp. C'est justement le président de la République, de ce quoi président de la majorité présidentielle, qui se voit justement à rapprocher par des nervis. C'est-à-dire, c'est ça le paradoxe, dites-vous? Oui, ça c'est quelque chose d'assez insolite. Disons que, donc je continue pour dire que Wade a eu ses calots bleus, et évidemment le président Macky Sall, candidat alors, a eu ses marrons du feu. Et donc il a un peu poursuivi, disons, cet équipement de nervis, alors que je pense que ça devrait s'arrêter. Il a quand même la gendarmerie, une fois au pouvoir, y mettre un terme. Exactement. Mais ça se poursuit, ça continue, se poursuit. Oui, parce qu'il y a une culture de violence réelle dans le pays. C'est l'homme ou c'est lié à quoi finalement? Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il a d'abord toujours par une absence d'action, donc sorte de kélisme, j'appelle ça quelquefois, c'est-à-dire en pensant que les problèmes se résolvent sans pour autant agir. Il a laissé faire, il a laissé ses calots bleus. Mieux même, on a vu des images assez bizarres où il circule dans la toile, où il est dans sa voiture et il observe vraiment des scènes où des nervis s'en prennent à des civils, à du public. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez inacceptable. Je dirais que c'est inacceptable. Et il faudrait en fait qu'on mette un terme à ça. Et je pense que c'est tout le monde qui est concerné. Parce que même à cela, parce que finalement, l'État, c'est assez gênant pour un État de se voir coller justement la présence de nervis. C'est gênant pour tout le monde, c'est gênant pour nous autres, c'est gênant pour les populations, c'est gênant même pour une république tout simplement d'avoir ça. Et ça, il faudrait y mettre un terme. Rappelons quand même que cette forme de nervis ou de garde rapprochée, quelles que soient les façons dont on veut l'appeler, n'est pas l'apanage seulement des politiques, parce que même les religieux l'avaient. En 68, quand il y avait eu la grande grève de 68, où toute la gendarmerie était mobilisée à Dakar pour l'université de Dakar qui était en grève, le khalife général de Tijane avait créé une sorte de petite iblis, Kossas, je pense que ça s'appelait, pour pouvoir faire le Mauloud. Donc c'est quelque chose de très vieux. Les Niassènes en ont, évidemment, les Mourides en ont aussi, Kara en a. Donc tout le monde a sa petite milice. Alors évidemment, les forces ne sont pas toutes les mêmes, mais ce qui est vraiment anormal, c'est qu'un président de la République ait des nervis. Ça, c'est complètement anormal. Et je pense qu'il faut y mettre un terme. Il faut y mettre un terme parce qu'il n'en a pas besoin, tout simplement. Il n'en a pas besoin. Et il faudrait... l'image aussi. L'origine de ça, c'est que je pense que la démocratie et les libertés individuelles ne sont pas suffisamment ancrées dans le pays pour ne pas avoir ces gens-là, pour ne pas avoir des nervis. C'est vraiment ça le problème. Et je pense, au lieu de travailler à avoir ces forces occultes autour de soi, on devrait travailler à mieux ancrer la démocratie, à mieux ancrer les libertés individuelles. Ailleurs, des premiers ministres, des présidents se baladent en vélo sans qu'il y ait une atteinte à leur liberté physique. Je ne vois pas pourquoi au Sénégal on ne le ferait pas. On n'arrête pas d'ailleurs de dire que nous sommes un pays de diamants, mais montrons-le.
Et la conséquence, c'est quoi finalement par rapport à la démocratie? La conséquence, c'est que nous avons un net recul de la démocratie, ça c'est clair, dans ce pays. Je ne donne pas beaucoup de je ne donne pas beaucoup de crédit, pas énormément de crédit, un peu quand même, mais pas énormément de crédit à tous ces gens qui viennent nous parler des critères de démocratie, etc. Mais enfin, quand on fait une analyse et on positionne le Sénégal par rapport à un ensemble de pays africains ou par rapport à un ensemble de pays du monde, il est intéressant de jeter un coup d'œil et de savoir comment on est placé par rapport à nos pairs. C'est toujours important de savoir. Oui. On est classé 10e sur 44 pays en Afrique. C'est pas bon pour nous. Donc il faut faire des efforts, il faut voir les points où l'on achoppe et essayer de... Ça veut dire quoi? Que le Sénégal régresse ou... Le Sénégal régresse, c'est évident, le Sénégal régresse. On avait des meilleurs... Au regard de tout ce que vous avez décliné comme argumentaire? Absolument. Le Sénégal régresse principalement dans 2 secteurs. Dans la bonne gouvernance, j'imagine qu'on en parlera. On a beaucoup régressé dans la bonne gouvernance. Et on régresse aussi sur un autre thème qui est un peu, la pratique de la gouvernance politique. Oui, mais allons-y, la bonne gouvernance, qu'elle soit politique, en quoi le Sénégal régresse? Aujourd'hui, vous voyez, même la semaine dernière, on a déjà eu un grand débat sur des lois dites liberticides, ce que reprochait l'opposition par rapport à la majorité. À tort ou à raison. À tort ou à raison. À raison, en tout cas, c'est de n'avoir pas discuté suffisamment de ces lois-là, de ce projet. On ne peut pas à 22 heures envoyer un projet de loi à des députés, à une assemblée qui fait je ne sais combien, plus d'une centaine de députés. Il n'y a que 70 qui sont présents. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas donné le temps pour en discuter. Un proverbe africain dit que pour aller vite, il faut aller seul, mais pour aller loin, il faut aller à plusieurs. Donc, comme on veut aller loin, il faut que les gens en discutent. Il n'y a aucune raison de ne pas en discuter. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est ça les éléments de la mauvaise gouvernance qu'il y a. Oui, cette procédure d'urgence est assez gênante pour vous? Absolument, elle est pour moi. Pour moi, il faut prendre le temps de discuter. Sur des questions de ce genre, oui. Sur des questions imminentes, sur des questions importantes pour le pays, sur des questions qui concernent tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que, je dirais, il y a une forme d'ubérisation, si vous me permettez le mot, parce que le peuple commence maintenant à faire fi de l'Assemblée nationale, à dire que nos députés ne nous représentent plus. Nous voulons discuter directement des lois qui sont proposées. C'est pourquoi les gens font des marches. Autrement, nous avons une représentation nationale. Elle devait être suffisante pour pouvoir discuter des projets de loi, en tout cas suffisamment, mais il faut que chacun joue son rôle. Aussi bien l'opposition. Ça suppose quoi? Que les propositions de loi se font de plus en plus rares, pour ne pas dire presque inexistantes? Oui. Non, ça veut dire que les propositions de loi ne consultent plus, ne reflètent plus la volonté populaire. C'est ce que ça veut dire. Surtout en termes de préoccupation. Surtout en termes de préoccupation. Et puis, il y a aussi un gros déficit de réputation déjà de la majorité. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc, les gens leur prêtent des intentions qui ne sont pas toujours des meilleures. Et je pense d'ailleurs qu'on gagnerait aujourd'hui à avoir une forme de transparence, même au niveau des intentions. Si je puis dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, on prête au président des intentions d'être en troisième mandat, d'être candidat en troisième mandat. Il n'a jamais dit qu'il était dans le fond. Mais les gens lui prêtent cette intention-là. Et je pense que garder un peu cette ambiguïté à un certain coup politique et qu'il faudrait faire attention. Et donc c'est là d'où je viens en disant qu'il faut une transparence. On y reviendra de toutes les façons. Voilà. Mais alors venons-en à la tournée économique du chef de l'État. Comment décryptez-vous l'objectif visé par le chef de l'État à travers ces tournées dites économiques? Bon, je vois dans votre question, il y a beaucoup de points d'interrogation, etc. Je ne lui prête pas d'intention malsaine. Moi, je regarde un peu, il est normal qu'un président qui définisse les politiques publiques, qu'il aille faire une tournée économique pour pouvoir se rendre compte du visu des réalisations qui ont été faites. Et je n'ai pas de raison de douter quand il dit que c'est ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que Dia l'avait fait, parce que Senghor l'a fait. Senghor nous parlait du Sénégal des profondeurs. Wade l'a fait, peut-être sous une autre forme. Et je pense que chacun d'eux a un peu sa manière de faire, a un peu son type d'opérer. Donc moi, je le laisse faire. Par contre, maintenant, il ne faut pas oublier que c'est un homme politique.
il ne faut pas oublier que c'est le chef d'un parti. Il ne faut pas oublier que c'est le chef d'une coalition de la aussi. majorité présidentielle. Oui, mais il est chef de parti, chef de la majorité. Donc il a plusieurs titres, il a plusieurs chapeaux. Donc c'est évident que ces discours vont refléter un peu ces tendances-là. Mais bon, je pense qu'il faut rester zen par rapport à ça et plutôt dénoncer ce dont nous avons parlé tout à l'heure, par exemple des nervis qui l'accompagnent, ça c'est pas normal, et puis s'assurer qu'il n'y a pas tout un tintamarre, il n'y a pas tout un brouhaha autour de ça, c'est-à-dire garder ça sobre quelque part. Bon, quoi de plus naturel selon vous? Quoi de plus naturel que d'effectuer des tours? Absolument. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il aille le faire. Voilà. Mais alors, il a été aussi question d'inauguration, de réalisation durant ces tournées dites économiques. Considérez-vous que ces politiques publiques, les politiques publiques du chef de l'État, initiées depuis 2012 par Macky Sall, ont nettement atteint leur objectif pour vous? Non, elles n'ont pas tout atteint leur objectif, c'est clair. Hein. Je pense d'abord qu'on partait de très loin, c'est sûr. Je dis que des choses ont été faites, mais je dis qu'il reste beaucoup de choses à faire. C'est comme ça qu'il faudrait le voir. Parce que tout ça, c'est des processus. Évidemment, si vous interrogez les gens de la majorité, ils regarderont le verre à moitié plein. Ils vous diront, oui, les programmes de Puma, les programmes de Promoville, les programmes de PUDC ont réalisé énormément de choses dans le Sénégal intérieur. Et moi, j'en atteste. Je veux dire, le Fouta que je connais, quand j'y vais, il y a une transformation. Donc, c'est indéniable qu'il y a eu des choses faites. Quand on regarde maintenant le verre à moitié vide, là, par contre, il y a énormément de choses à faire. Il y a toujours des abris provisoires pour les écoles, dans l'éducation. Les gens accouchent dans des charrettes. Les hôpitaux peut-être ne sont pas équipés. Il faudrait quand même pas seulement avoir des hôpitaux, mais il faudrait s'assurer qu'ils sont équipés, qu'il y a le personnel qu'il faut, qu'il y a la maintenance qui va suivre, qui sont les problèmes les plus difficiles parce que nous ne savons pas faire cela. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Mais d'une façon générale, les politiques publiques restent encore à améliorer, bien sûr. Et pourtant, du point de vue de sa gouvernance, le chef de l'État parlait de gouvernance sobre et vertueuse. Qu'en est-il à l'heure d'aujourd'hui? Ça, c'est un échec. On n'a pas du tout une gouvernance sobre et vertueuse, c'est clair. Ça fait partie un peu de ces arguties que les gens prononcent. Je pense juste qu'ils ne connaissent pas réellement le sens profond des mots. C'est pourquoi ils parlent de ça. Oui. On entend beaucoup de phrases de ce type. Des pays pour tous, un pays pour tous et par tous. C'est de belles phrases, mais ça demande des actes qui vont avec. Je pense que l'universalisme d'Emmanuel Kant aurait bien sa place ici. C'est-à-dire que c'est par les actes qu'on juge les choses, c'est pas seulement par la parole. Et il faudrait que la maxime des actes soit quelque chose, devienne des lois universelles. En gros, j'ai envie de dire, il faut que les actes de chacun, il faut que chacun pense que ces actes correspondent aux actes de tout un chacun qui puissent être faits en tout lieu et en tout temps. Mais plus loin et dans le fond, pour retenir quoi? Plus loin pour retenir qu'il faut qu'on leur enseigne c'est quoi l'éthique de la vertu, parce qu'ils ne le connaissent pas. Ah oui? Tout simplement, oui. Et moi, j'inscrirai ça sur le fronton des partis politiques, et je l'inscrirai aussi sur le fronton de l'Assemblée nationale. Voyez-vous, si chacun disait à l'Assemblée nationale... Donnez-nous quelques illustrations par rapport à la gouvernance actuelle de Macky Sall. L'illustration, c'est de dire qu'aujourd'hui, qu'il y a un ministre de la République qui est capable de dire à sa communauté de voter pour lui. Ça ne marche pas. Et ça, c'est la gouvernance politique. Ça, c'est la gouvernance politique. Oui. On a vu... En termes de politique publique. En termes de politique publique. Oui. Sous l'angle de la gouvernance sobre et vertueuse. Vous avez lu le pavé de Thierno Alassane Sall sur la distribution des ressources pétrolières. Les politiques des ressources publiques en matière d'énergétique sont quand même sujets à beaucoup de controverses. Vous avez vu le fonds Covid, quand il y a eu les 1000 milliards, c'est ça, à distribuer. Vous avez vu tout ce qui s'est passé autour de ça. J'imagine même que ça a valu la place à son beau-frère. Tout ça, c'est des politiques publiques qui ont été déviées quelque part de leur course normale. Non, et aussi tous les manquements à faire. On peut toujours nous dire évidemment qu'il faut attendre, etc. Mais moi, je trouve que
il y a un manque d'arbitrage en termes de projets déjà dans les différents programmes qu'on a. Le TER est toujours à l'arrêt. Fallait-il faire le TER au lieu de faire le chemin de fer? Réponse? Réponse non, il ne fallait pas faire le TER, il fallait faire autre chose. Je veux dire, quand on met plus de... les gens disent 650 milliards quand on est du côté du pouvoir, mais il semblerait que ce soit plus de 1300 milliards. Il faut quand même réfléchir. Surtout avec les avenants qui n'en finissent pas. Qui n'en finissent pas. Il y a des coûts d'opportunité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent ailleurs. Bon, tout cela, je pense que c'est des échecs de politique publique quelque part. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, que ce soit Cheikh Tidiane Sow, il est coach en communication politique, fondateur et consultant de Lead Consulting spécialisé dans le leadership et la communication. Alors, Cheikh Tidiane Sow, venons-en à l'article que vous avez publié. Vous avez parlé dans votre article que vous avez publié récemment un texte sur CNews Plus intitulé « Ne pas tolérer l'intolérable ». Alors, ne pas tolérer l'intolérable, le cœur de votre propos consiste à faire une critique sans concession de l'élite sénégalaise. Cher Tidiane Sow, pouvez-vous revenir sur cette catégorie d'élite en commençant par nous la définir et nous la décrire? Bon, alors je peux faire très court en disant que c'est vous et moi, mais évidemment c'est tous ceux qui sont chargés d'éclairer le public. Ceux-là font partie de cette élite. Cette élite, c'est aussi ceux qui ne sont pas obligés de payer pour leurs actes, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans son bureau qui décide qu'on va faire le TER, mais si le TER n'arrive pas à temps, ben, ce sont les populations qui en souffrent. Lui, il continue à mener sa vie, terre ou pas terre, il a toujours sa voiture, il va au bureau, il a toujours son salaire. Donc ça, c'est une élite. Ces bureaucrates sont des élites. Ceux qui sont capables d'expliquer des choses, donc ceux qui sont capables, qui sont plus doués pour expliquer les choses que pour les comprendre, ceux-là aussi sont des élites. C'est tous ceux qu'on rencontre sur les plateaux de télévision qui nous expliquent ce qui se passe, qui nous expliquent comment fonctionne le monde, mais qui, à mon avis, ne le comprennent pas. Ça, c'est aussi une partie de l'élite. C'est nos politiciens, c'est les journalistes, c'est les avocats, c'est les universitaires, c'est toi, c'est moi. Bon, voilà, c'est un peu ça l'élite. C'est tout le monde, absolument. Oui, alors, oui, ainsi décrit, ainsi défini, mais justement, oui, peut-on étendre cette catégorie d'élite aux élites économiques, religieuses et même culturelle? Bien sûr, parce que c'est transversal. Oui. Cette notion d'élite, elle est transversale. Vous savez, je vous ai cité des élites politiques, je vous ai parlé des avocats, mais c'est aussi le marabout qui a des talibés. Ce sont ces talibés qui font des choses pour lui et il ne fait rien. Donc, ça fait partie aussi de l'élite. Donc, ça fait partie de ceux qui décident et qui ne vivent pas les conséquences de leur acte. Donc, ils font partie. Oui, c'est transversal. Alors, justement, peut-on donc dire qu'il s'agit d'une élite prédatrice, oui, telle que décrit, au service de ses propres intérêts, au détriment de l'intérêt général? Il y a une partie de cette élite qui répond à ce que vous dites. C'est-à-dire c'est l'élite politique généralement qui est en lien avec les ressources généralement et qui se sert. Donc ça, c'est, je dirais, l'élite politique prédatrice. Mais il y a une autre élite, c'est plutôt même celle-là à laquelle je m'adresse. C'est l'élite qui ne dit rien. C'est l'élite qui comprend mais qui ne fait pas comprendre. C'est l'élite qui, quelquefois, est complice, je dirais, ou coupable de ne rien faire, mais qui sait qu'elle devrait faire quelque chose. Mais qui est quelquefois pris, tiraillé entre les intérêts, évidemment, de la collectivité, qu'elle comprend, et des intérêts un peu particuliers qui est parce qu'elle est vulnérable, parce qu'elle tient à ses proches, parce qu'elle a peur avec des nervis ou autre en tout cas, ou d'une autre façon, qu'on ne mette la main sur elle. Cette élite-là, elle est là, elle sait qu'elle fait partie du système et elle est mal à l'aise parce qu'elle sait qu'elle aurait pu faire autre chose. C'est plutôt de celle-là dont je parlerai. De celle-là dont vous parlerez, tout en l'identifiant comment? Puisqu'elle ne parle pas, cette élite. Elle aurait
dû faire, elle ne le fait pas. Elle aurait dû parler, elle ne parle pas. Elle aurait dû bouger, elle ne bouge pas. C'est celle que l'on rencontre partout, c'est celle que je rencontre dans les restaurants quand j'y vais, c'est celle qui me parle ou qui parle sur mes posts quand je les fais, qui me disent vous avez raison, mais qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc c'est beaucoup de ces gens qui ont des mots à dire, mais qui ne le disent pas, comme je disais, parce que tout simplement, c'est les universitaires, c'est les gens qui sont, disons, dans des partis, quelquefois, sans être trop engagés dans les partis. Ce sont des gens qui sont désillusionnés, qui sont désenchantés et qui ne peuvent pas le dire. Tout simplement, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont des intérêts particuliers, parce qu'ils ont un travail à protéger, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont une petite affaire. Différentes raisons qui font qu'ils ne vont pas au-devant. Mais ce sont des gens dont on parle, ce sont des gens que vous rencontrez. Et si vous regardez aussi... Ils sont les plus nombreux? Ils sont les plus nombreux. C'est tous ceux qui cherchent une troisième voie. Quand vous regardez aujourd'hui, depuis 3 ans, on est enfermé un peu dans un duo, j'ai envie de dire, le président Sall et Sonko. Mais cette dualité, ce n'est pas le pays. Il y a combien de gens qui ne sont ni pour l'un ni pour l'autre? Il y en a énormément. Il y a une grosse masse. Et cette grosse masse-là, une bonne partie aussi fait partie de l'élite. Voilà. Oui, une grosse masse donc invisible qu'on n'arrive pas à identifier et pourtant qui compte beaucoup. Absolument. Oui. Absolument. Et je pense que c'est souvent ça l'erreur des politiques. Quand je me souviens de la campagne de 2012, quand je regardais un peu les images à la télévision comment dire encore, des meetings de WAD, le monde qu'il drainait était incroyable. On avait presque peur. On avait la chair de poule. Bis repetita, je regarde les foules qui sont drainées dans le Fouta aujourd'hui. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui sont acquis à la cause du président. Il ne faut pas confondre. C'est d'ailleurs ça la faute des politiques souvent. Ils pensent que les gens qu'ils voient vont voter pour eux. Mais non. Parmi ces gens-là, peut-être 10% vont voter pour eux. D'autres voteront pour quelqu'un d'autre. D'autres peut-être n'iront même pas voter. Donc ces gens-là, l'élite se trouve aussi parmi ces gens-là. Cette élite qui ne dit rien se trouve parmi ces gens-là. Oui, et l'avenir en tout cas nous édifiera sur cela. Et vous démontrez dans votre texte que la tragédie des présidents sénégalais réside dans le fait que, oui, ces élites parviennent à capturer ces différents présidents et littéralement à les isoler du reste du peuple. Et par conséquent, le véritable mal, ce serait l'entourage du président et non le président. Voilà. Est-ce que c'est pas facile cela? Bon, vous lui faites un peu amende honorable. Moi, je pense que le seul et vrai responsable, c'est lui. C'est le président. Oui. Parce que c'est lui qui choisit les hommes qui l'entourent. Oui. Donc, sa responsabilité est entière. Et d'ailleurs, on reconnaît un bon manager ou un bon leader, comme on dit dans les cours de leadership, à travers ses choix. Oui. Si vous ne pouvez pas le juger, regardez ceux avec qui il s'entoure et vous aurez une image de l'homme. Mais ça, c'est valable pour n'importe qui, pour vous, pour moi et pour lui. Et ça, ce n'est pas propre au Sénégal. C'est malheureusement le... Parce qu'on indexe beaucoup du doigt l'entourage du président. Oui, c'est vrai. À tort quand même. Ou à raison pour vous? Moi, je dirais que c'est à tort, je dirais. Oui. Parce s'il laisse faire, parce qu'il est au courant quand même que les gens indexent son entourage. S'il laisse faire, c'est qu'il le veut bien. À moins qu'il y ait des pactes secrets entre lui et ces gens-là qui fait qu'il ne peut pas s'en débarrasser ou qu'il ne peut pas, en tout cas, les mettre de côté. Mais il l'a fait d'ailleurs. Hein, les premiers membres de l'APR qui étaient avec lui en 2012, si vous faites le décompte, ils ne sont pas autour de lui. Donc ceux qui sont autour de lui sont d'autres personnes. D'accord. Donc sa responsabilité est énorme dans le choix de ces personnes-là. Mais je dirais que ce n'est pas propre à lui. Vous voyez partout ailleurs, en France, aux États-Unis, c'est toujours des lobbies, des gens qui sont autour du président qui décident parce qu'ils ont un pouvoir d'influence énorme. Ils ont la capacité de cacher des choses au président. On a beau dire que le président sait tout, mais on peut lui cacher des choses. L'entourage peut jouer à ce rôle-là. Et les façons d'occulter ou les façons de bypasser, excusez-moi cet anglicisme, cette affaire-là, c'est d'avoir des shadow cabinets, c'est d'avoir des groupes de visiteurs du soir qui vous donnent un autre son de cloche qui vous permet un peu de dépasser cela. Senghor se promenait la nuit dans sa voiture dans Dakar. Si vous le voulez vous-même, vous pouvez vous promener dans Grand Dakar le soir. Vous allez avoir une autre idée de ce qu'on dit
partout dans les télés et dans les radios. Enfin, vous êtes un homme de radio, c'est pas vous que je devrais dire ça, mais c'est évident. Vous allez avoir un sentiment beaucoup plus réel, plus proche de la réalité de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, le cas spécifique de l'actuel chef de l'État, Macky Sall, aujourd'hui, il n'y a plus pratiquement beaucoup de monde. Le poste de Premier ministre a été supprimé. Pour ce qui est de sa proximité avec ceux avec qui il était, est-ce que vous ne pensez pas que ça s'est garni de telle sorte qu'il se retrouve finalement seul? Le centralisme centralisé actuellement du pouvoir au Sénégal, comment justifiez-vous cela? Est-ce une bonne chose ou pas? Bon, la nature du pouvoir est liée à la personne, est liée déjà au caractère de la personne. Je pense que c'est un régime hyper présidentialiste. Il a tous les pouvoirs. Vous avez vu même avec la Covid encore, ça s'est accentué. Il a même le pouvoir de l'Assemblée nationale a été repris. Donc vraiment, il a tous les pouvoirs entre les mains. Alors, c'est un pouvoiriste, dirais-je peut-être. Honnêtement, je ne sais pas. Je travaille avec lui. Est-ce gênant pour vous? Mais c'est très gênant. En démocratie, c'est oui. hyper gênant, bien sûr. Oui. Un homme ne peut pas gouverner 16 millions de Sénégalais. Il faut répartir les choses. On n'a pas la science infuse. Il faut vraiment, il faut gouverner avec des gens qui sont capables de le faire. Et en plus, je dirais, le Sénégal vraiment regorge de ressources, mais techniques capables. Moi, j'ai sillonné un peu le monde. J'ai travaillé presque sur tous les continents, aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Afrique du Sud. J'ai rencontré partout des Sénégalais capables. Donc, ce n'est pas un problème on n'a pas de ressources pour faire. Évidemment, le grand problème, c'est de faire appel à ces ressources-là pour travailler pour le pays. Et tous, ils sont épris, évidemment, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le pays. Et finalement, au résultat, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus dangereux pour lui, finalement, que, oui, justement, de co-gérer avec d'autres entités, finalement? L'idée, c'est peut-être, quand je les ai à côté de moi, je peux mieux les étouffer ou je contrôle mieux. Donc, il y a une forme je pense qu'il y a un excès, ou en tout cas une certaine avidité de contrôle qui est là, qui ne s'explique pas, à mon avis, qui ne devrait pas y avoir ce contrôle-là, comme je l'ai expliqué, par les compétences qu'il peut y avoir. Mais voilà, il a envie de tout savoir, il a envie d'avoir tout à main. Et cette posture en soi, de tout centraliser autour de sa propre personne, comment l'analysez-vous? Je pense que c'est lié à la nature du président lui-même. Comme je disais tantôt, ça peut faire un peu dictatorial, on pourrait penser. Et après, quand on a besoin de ce monde-là, surtout en période électorale comme c'est le cas, on ira les rechercher et après, voilà, on les isole. Oui, c'est pas assez complexe. C'est la nature de la paradoxe. C'est la nature de la politique. La politique est ainsi faite. Les alliances d'aujourd'hui peuvent être défaites demain. Les adversaires d'hier peuvent être aujourd'hui, mais vous en avez vraiment des exemples. En veux-tu, en voilà. Moi, j'ai participé à un moment donné à une campagne et je peux vous dire que aujourd'hui, il y a des gens très proches de lui. J'ai lutté contre eux. Donc voilà, mais ça, c'est la nature de la vie politique. Comme je dis toujours, la politique, personne n'est mort. On ne tue personne en politique. Les gens peuvent toujours rebondir. Et les alliances vont au goût de l'opportunité du moment. Et il y aura aussi, ça changera également avec les locales, c'est évident. Restons toujours dans le même sillage. Vous poursuivez en suggérant que cette élite politique qui est en train de pousser le président à briguer un troisième mandat. Oui, dites-nous en quoi? Je pense que tous les signes sont ouverts par rapport au fait qu'il veuille faire un troisième mandat. Bon, maintenant, il y a vouloir et pouvoir. Ça, c'est deux choses différentes. Et pouvoir. Vouloir est en action. Voilà. Selon vous. Voilà. Je pense que si on est un peu stoïcien par rapport à ça, on se concentre un peu sur des choses qui sont sous notre contrôle. Le vouloir est sous son contrôle, le pouvoir pas entièrement. Bon, ce à quoi on assiste aujourd'hui, moi je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect, j'ai envie de dire, juridique. On a les avocats qui viennent, certains nous disent qu'ils peuvent être candidats, d'autres viennent nous disent qu'ils ne peuvent pas être candidats. On a eu lui-même qui a dit qu'il ne pouvait pas être candidat, que ça n'était fini pour lui, ce sont ses propres mots. Il l'a écrit dans son livre Sénégal au cœur, c'est mon deuxième et dernier mandat. Celui qui a taillé la Constitution, qui était son ministre de la Justice,
nous a dit au tout début aussi, en tout cas de façon intelligible, que c'était la dernière fois qu'il ne pouvait pas être candidat. Même en logique mathématique, quand on analyse le terme, ça veut dire qu'il ne peut pas. Ben oui, ça veut dire qu'il ne peut pas l'être. Démonstration. Ben, quand on dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ça n'a rien à voir avec la durée des mandats. Ceux qui disent, ouais, il a fait 7 ans et maintenant c'est 2 mandats de 5 ans, c'est un peu n'importe quoi. Par rapport à cette phrase, en tout cas en termes de logique. Vous savez, même la Constitution des États-Unis avait un problème de complétude, là, pour parler un peu maths, parce que vous m'avez un peu amené dedans, avait un problème de complétude par rapport à la Constitution. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas m'élargir un peu sur ça, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction dans la Constitution des États-Unis. Bon, bref. Et donc, ça, c'est pour dire que quand on analyse les choses, si on analyse du point de vue juridique, on peut trouver peut-être des endroits, un peu ce qu'on appelle des loopholes, donc des trous qui font qu'on peut s'y engouffrer et dire, ouais, il peut faire le truc. Fondamentalement, pour le peuple, et moi je pense que c'est le plus important, cette question est réglée. Il ne peut pas faire un 3e mandat. Quelles que soient les élucubrations, quelles que soient les pérégrinations, quelles que soient les astuces que peuvent nous trouver les juges et les avocats, le peuple, pour lui, il s'était battu pour que Wade n'ait pas un 3e mandat. Il est sorti dans la rue. Le président a dit qu'il ne pouvait pas l'avoir. Pour eux, la question est réglée. Il ne peut pas y avoir la question du 3e mandat pour le peuple est réglée. Est complètement réglée. Oui. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Bon, maintenant, après, derrière, s'il veut venir nous dire qu'il veut faire un 3e mandat, parce que ceci, parce que c'est là, je pense que là, on va rentrer dans une pente extrêmement dangereuse pour le pays. En quoi? Ben, parce que tout simplement, les gens ne vont pas laisser faire. Et on a eu un peu les prémices avec Wade, c'était déjà ça. Dire que les urnes vont décider si oui ou non il va être élu, non, à mon avis, on n'ira pas ça. Et on a eu quand même un coup de semonce avec les événements de mars. On a vu ce que ça pouvait faire et on y a échappé de peu. On ne va pas recommencer à tenter le diable. Bon, donc je pense que c'est une question difficile et c'est de sa responsabilité. À lui seul. À lui seul. C'est à lui de décider. Et ce que je voudrais, c'est qu'on ne vienne pas demain nous dire que si jamais il y a une réaction, que c'est de la faute ou de la responsabilité des gens qui auront réagi. Oui, là, vous l'indexez directement par rapport à cette question du 3e mandat, de seul responsable. S'il décide d'y aller et s'il y a des grabuges, excusez-moi, c'est les termes familiers, j'ai dit qu'il en sera responsable. Oui, et le débat en soi, qu'est-ce que cela vous inspire, le débat sur le 3e mandat? Moi, je pense que c'est un faux débat. Je pense que tant qu'il n'a pas dit qu'il est candidat, c'est un faux débat. Évidemment, ce qu'il faut faire, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre les bras croisés qu'ils le disent. Non, entre-temps, ce qu'il faut faire, c'est arriver à faire en sorte qu'il ne puisse pas être candidat. Oui. Voilà, c'est qu'il n'ait pas les moyens. Et pour qu'il ne puisse pas avoir les moyens, il y a plusieurs façons de faire. C'est qu'il voit s'il sent que dans la détermination du peuple, qu'il ne peut pas y aller ou que ça va lui échapper, il n'ira pas. Si les élections locales, il les perd, il n'ira pas. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de signes qu'il peut analyser, qu'il peut voir. C'est sûr qu'il fait des sondages, mais j'ai envie de dire, il y a des éléments à nous de rendre cette possibilité-là impossible. Est-ce qu'il y a intérêt, lui, le chef de l'État, d'aller dans ça? Moi, je ne crois pas. Moi, je pense même qu'il y a bien longtemps, il aurait pu arrêter, avoir une meilleure sortie. Mais vous savez, on dit, conquérir un pouvoir est beaucoup plus facile que d'en sortir. Sortir d'un pouvoir, c'est très difficile. Oui, il n'a pas encore réglé ce problème. Et c'est très difficile de lui prêter ses intentions. Parce que je dis que jusqu'à aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il n'a jamais dit qu'il était candidat. Donc là, on fait des hypothèses. On observe aussi sa pratique. Et on dit que les actions qu'il pose laissent penser que, mais il ne l'a jamais dit. Alors finalement, est-ce que le problème n'est pas politique? Le problème, est-ce que ce n'est pas le fait qu'il n'a pas encore de solution politique? S'il ne partait pas, c'est parce qu'il aura réglé le problème justement de sa succession. Est-ce que le problème n'est pas à ce niveau-là, de n'avoir pas à l'heure actuelle trouvé une alternative politique à cette problématique? Il faut revoir un peu le cours des choses. Moi, je pense que jusqu'avant mars 2021, avant les événements qu'on a connus, tout laissait penser qu'il pouvait être un candidat et que ça allait passer, comme j'ai envie de dire, une lettre à la poste. Il n'y avait pas d'élément majeur qui ait fait qu'on puisse douter de cela.
les événements de mars ont été un événement assez important dans sa façon de revoir un peu la situation politique du Sénégal. Pour une fois, il a vu que c'était possible et ce que j'appelle un peu des signes noirs, c'est-à-dire des événements à fort impact et qui sont imprévisibles. Personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé au mois de mars. Et l'impact a été extraordinaire. On a eu, enfin malheureux même, et extraordinaire, parce qu'on a eu quand même une quinzaine de jeunes qui sont décédés dans cette affaire. Bon, donc ça a été quand même, ça lui a ouvert les yeux quelque part de ce qui peut se passer si jamais il y a une redite. Il ne faut juste pas qu'il lise mal ce qui s'est passé dans le Fouta, parce qu'il a fait quelques sorties, et ces sorties ont été de bonnes sorties. J'ai envie de dire, il a eu beaucoup de monde. Et ses lieutenants en ont profité aussi pour se ragaillardir. Il ne faut pas que ça soit lui comme étant, bon, ok, mars s'est passé, ça ne reviendra pas, parce que ça peut revenir. Et c'est là où j'ai dit que sa responsabilité est énorme. Ça peut revenir, sa responsabilité est énorme. Oui, justement, le contexte, parlons-en. On est en perspective des élections locales de janvier 2022. Comment analysez-vous de ce coup le rapport de force politique, bien sûr? Bon, le rapport de force politique, j'ai envie de dire, est à son avantage pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il a une grosse coalition et c'est lui qui choisit les dates. Il a été maître du choix des dates. Et donc, il a des éléments que nous n'avons pas, notamment des sondages de ce qui peut se passer, etc. Mais, comme je dis toujours, il y a toujours des événements qui se passent. L'événement qui s'est passé avec cette loi sur le terrorisme peut changer la donne. L'opposition, si elle arrive à se regrouper, peut lui donner un coup dur, peut être, disons, difficile à battre. Mais surtout aussi le fait qu'il se soit impliqué personnellement en disant que je ne veux pas qu'il y ait d'alternative à la liste de Benno Bokk Yakaar. C'est moi qui décide qui c'est qui va être candidat. Ça peut le plomber aussi. Parce qu'on a bien vu que partout dans ces tournées, il y a quand même des gens qui se sont battus. Chacun est candidat pour tout. À Saint-Louis. À Saint-Louis, à Podor, à Kaffrine, partout. Partout, il a, tout le monde est candidat. À Dakar, tout le monde est candidat à tout. Et donc, il faut gérer un peu ces choses-là. Donc, ne pas faire des frustrés, faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec vous, parce que si jamais des gens commencent à disputer votre leadership, ça peut aussi amener évidemment un chaos. Donc voilà. Donc, alors, quel est le sens de ces élections? Que signifient ces élections locales, les enjeux véritables de ces élections de janvier 2022? Elles sont importantes. Si vous vous souvenez, 2009, Wade a perdu les grandes villes dans les élections locales. Perdu Dakar, perdu Saint-Louis, perdu Louga, Podor, enfin, pas une grande ville, mais quand même. Bon, je parle parce que je suis de Podor, hein, vous aurez constaté. Bon, donc c'est un signe avant-coureur. C'est-à-dire que pour Wade, 2009 a été le début de la fin. Donc je dis que si ces élections locales sont perdues par la majorité présidentielle, ce sera le début de la fin. 2024, il ne pourra pas gagner. Et ça peut même l'empêcher, il peut même être empêché d'être candidat. D'accord? Par ailleurs, s'il les gagne, ce n'est pas non plus un cutus pour qu'il puisse être candidat. Donc voilà une logique un peu différente. Soit il peut les gagner, il n'a pas de cutus, soit il les perd, c'est sûr qu'il s'en va. Donc c'est un peu ça les enjeux des locales. Ça lui permet aussi de jauger un peu comment sa majorité se positionne par rapport à l'échiquier politique national, d'une part. Ça lui permet aussi de savoir qui est fort où, etc. Parce que s'il ne peut pas se présenter, il faut bien que sa majorité présente un candidat. Bon, aujourd'hui, tous ceux, même qui intentionnellement avaient l'ambition d'être candidat, il les a écartés. Donc, pour vous, quel est le meilleur profil numéro 2 de cette coalition présidentielle, de cette majorité pour vous? Je n'en vois pas, honnêtement, je les passe tous en revue, je n'en vois pas un qui ait une stature d'homme d'État, déjà, je n'en vois pas. Ah oui? Non. Au niveau de la majorité présidentielle? Au niveau de la majorité, non, je n'en vois pas. Enfin, sauf les derniers qui sont venus, mais je vois mal... Les derniers, vous faites allusion à qui? À Idriss Seck. Je vois mal Macky laisser à Idriss Seck la clé des champs. Je le vois mal le faire. Pourquoi? Bon, parce que je pense S'ils sont en alliance, qu'est-ce qui générait? Ou bien? Non, je pense que ce n'est pas quelqu'un qu'il connaît suffisamment pour lui faire confiance dans ce secteur-là.
Je ne pense pas. Mais je peux me tromper, hein, je veux dire, je ne le crois pas. Je pense que ce serait quelqu'un qu'il voudrait qu'il soit de son parti. Mais ça encore, c'est une réflexion qu'il a commencé sûrement aujourd'hui. Parce que dans son idée, à mon avis, moi je lui prête l'intention, de par ses axes, de ses actions, d'avoir voulu être candidat à un troisième mandat. Donc, d'où ce qui expliquerait logiquement le fait qu'il se soit séparé des quand même pontes qui pouvaient l'être, les Amadouba, les Mimi Touré, les qui d'autres, enfin toutes les personnes qui étaient avec lui, qui avaient ce profil-là, qui pouvaient être candidats. Et a-t-il réussi de les isoler au point de taire leur ambition finalement? Non. Les prétendants, les supposés prétendants dont vous faites allusion. Mais peut-être qu'ils peuvent revenir, hein. Rien ne dit qu'après le local, qu'ils ne fassent un remaniement et qu'ils fassent revenir ce monde-là. C'est tout à fait possible. Il peut les faire revenir et leur donner la chance de compétir. Ça veut dire que c'est lui qui tient toujours les ficelles. Il est le patron de la paire, il est le patron de Benno. Oui. Et donc c'est lui qui tient les ficelles. Et du côté de l'opposition aussi a une carte à jouer par rapport à ces élections locales, dites-vous. Comment et quelle devrait être sa posture véritable? L'opposition pour quelle finalité? L'opposition n'a qu'une chance, c'est de s'allier ensemble, c'est de former une coalition et de rassembler toutes ses forces. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'ils peuvent avoir une chance de battre la majorité. S'ils y partent désorganisés, désordonnés ou chacun pour soi, ils n'auront aucune chance de remporter les élections, c'est clair. Bon, maintenant, donc, leur gros challenge, c'est arriveront-ils à être tous ensemble? Bon, on a déjà vu avec le M2D, déjà c'est bon, les gens disent ouais, c'est sous la mouvance de Sonko, donc moi j'y vais pas. Bon, il y a déjà ces petites cassures-là. Ces rivalités. Voilà, cette rivalité. Alors, pourront-ils faire taire leurs égos et s'oublier eux-mêmes pour le bien juste de battre la majorité présidentielle? C'est ça leur vrai challenge, c'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à faire, c'est ça leur équation qu'ils auront à résoudre. En tout cas, on aura le temps, largement le temps, de revenir sur les enjeux de ces élections locales de janvier 2022. Alors, on ne peut pas finir sans parler d'une question cruciale de l'heure, c'est la Covid-19 qui gagne de plus en plus du terrain avec ces nouveaux variants qui arrivent. De votre point de vue en tant que coach, comment appréciez-vous la riposte? S'est-elle affaiblie ou est-ce qu'il y a encore une carte à jouer pour véritablement renforcer cette riposte face à ces variants? Bon, pour le Covid, le problème est simple et compliqué. Il est simple dans le sens que la seule chose qui puisse nous sauver de cette maladie, de cette pandémie, c'est la vaccination tout azimut. Il faut vacciner tout le monde. Et pas seulement tous les Sénégalais ou tout dans le Sénégal. Quand je dis le monde, c'est le monde entier. C'est-à-dire que si à l'échelle mondiale, aujourd'hui vous prenez Israël qui s'est reconfiné et qui avait déjà vacciné, qui avait le taux de vaccination le plus élevé, l'Australie, etc. Aujourd'hui, comme le monde est un petit globe, tout le monde bouge partout, vous voyez qu'avec les variants qu'il y a, bon, le vaccin est devenu un peu moins performant. Bon, donc la solution, c'est de vacciner tout le monde d'une part, et d'autre part de reprendre les vieilles habitudes qu'on a oubliées, les vieilles habitudes qu'on a du mal à faire. Surtout le masque. Le masque, porter le masque, le gel hydroalcoolique, se laver les mains, la distanciation sociale. Aujourd'hui, il y a les baptêmes, les mariages. Les règles barrières. Voilà, les règles primaires de barrière doivent revenir. Et ça, je pense que malheureusement, il faut apprendre à les intégrer dans notre comportement. Comme je veux dire, on se réveille à 6h du matin, on prie. Cela devient un réflexe individuel et collectif. Exactement. Que ça devienne une pratique quotidienne. Que ça soit quelque chose qui fasse partie de nos us et coutumes. Ce n'est pas facile, évidemment, mais c'est quelque chose, quand on l'aura fait pendant 1, 2, 3 mois, ça devient part de nous-mêmes. Là, les autorités devraient donner le bon exemple. Absolument. Oui, et arrêter ces tournées qui mobilisent et puis qui exposent davantage. Tout à fait. Parce que quand même l'épidémie a pris quand même un rythme assez galopant. Tout à fait. Moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une troisième vague. Bon, je pense ce serait catastrophique selon vous. Ce serait pour le Sénégal, les pays en développement comme les nôtres. Tout à fait. Moi, je pense en tout cas, pour l'Afrique, l'OMS est en train justement de sonner l'alerte.
Oui, bon, ceci étant, l'OMS avait sonné l'alerte au tout début, vous voyez, on n'a pas eu la catastrophe qu'ils nous avait prédite. Oui, Mais bon, là on est en face des résultats quand même, qui grimpent de plus en plus. les résultats grimpent, ça veut dire qu'on a une troisième vague. Ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu dans sorte l'été, donc il fait chaud, donc nous sommes un peu plus protégés. À mon avis, septembre, quand il... pas septembre pour nous, mais peut-être... qu'il faut le démontrer scientifiquement. Oui, non, mais c'est une remarque aussi, c'est-à-dire que expérimentalement, on a vu que les zones humides, un peu plus chaudes ont moins de difficultés. Quand vous regardez aujourd'hui l'Afrique du Sud, que je connais un peu plus, et aujourd'hui c'est l'hiver austral, ben, il y a des remontées en flèche parce que c'est l'hiver. Quand ils ont eu les mois de décembre, janvier, février, qui correspondent à leur mois d'été, il y avait moins de cas. On n'en a pas encore fini avec ce virus. Non, à mon avis, on en a pour longtemps. On en a vraiment pour longtemps. Je pense qu'on vivra avec, comme on a vécu avec la tuberculose, comme on a vécu avec la variole. En tout cas, le maître mot reste la vigilance encore et le respect de ces règles barrières. Le respect des règles barrières et la vaccination. Et la vaccination surtout. Absolument. Alors, oui, justement, de ce point de vue, terminons par les mutations en cours. La société sénégalaise est-elle en mutation? Est-elle en crise? Selon vous, quelle appréciation et quelle alternative? La société sénégalaise est en crise depuis fort longtemps. Ça n'a pas démarré d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut arriver à, pour les politiques, toujours leur responsabilité est très grande par rapport à l'éducation du peuple. Pour les élites dont je parlais tantôt, en tout cas cette pseudo-élite, celle qui comprend doit faire comprendre. Celle qui explique doit d'abord connaître aussi et comprendre ce qui se passe avant de pouvoir l'expliquer. Donc tout ça, il y a une éducation à faire pour le peuple sénégalais, honnêtement. C'est ce que je constate. Je constate qu'on est à la dérive depuis longtemps. Alors pour bien le sentir, il faut être absent pendant un certain temps et revenir. Quand vous êtes absent pendant un certain temps, vous revenez, c'est là où vous voyez tout votre passé qui défile derrière vous comme un bloc. C'est là où vous voyez que les choses ont changé. C'est là où vous voyez que les choses qui marchaient bien, la cordialité même qu'il y avait, n'existe plus. Donc évidemment, je ne dis pas que les choses doivent être figées dans le temps, mais quand ça évolue, ça doit évoluer dans un bon sens. Aujourd'hui, la violence, elle est là. Il est impossible d'aller sur un plateau de télévision sans... Mais vous ouvrez les chaînes de télévision, qu'est-ce que vous avez envie? Vous écoutez 2-3 minutes, vous avez envie de les refermer. Parce qu'il n'y a que de la violence, il n'y a que des insultes. Vous regardez un post sur Facebook, les gens ne font qu'injurier. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'alternative, c'est quoi? L'alternative, face à une telle situation, c'est d'être plus zen et que nos hommes politiques soient beaucoup plus fermes par rapport au laxisme dont j'ai parlé tantôt. Il faut éduquer les gens par l'exemple. Il faut arrêter de voir des gens faire de la corruption et les laisser faire. Ce sont ces choses-là qu'il faut faire. Tant qu'on ne le fera pas, ben les gens diront je le fais parce que rien ne m'arrivera. Les gens font toujours des choses en fonction de ce qui leur arrive. Combattre l'impunité. Combattre l'impunité et battre l'impunité. Mais ça va vers des petites choses. Les gens qui urinent dans la rue, ça va dans des gens qui lancent n'importe quoi, ça va des gens qui ne portent pas des masques parce qu'ils disent que je ne crois pas en la maladie, qu'ils ne respectent même pas l'autre. Ça va dans toutes ces petites choses. Donc il y a toute une échelle de rééducation à des comportements basiques qu'il faut faire. En tout cas, renforcer la sensibilisation face à ce qui peut apparaître comme une recrudescence et justement la crainte d'aller vers une troisième vague si on n'y est pas déjà. Oui, le respect des règles barrières et notamment le port du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique et le respect aussi de la distanciation sociale. Oui, absolument. Ça n'est tout pour cette émission d'aujourd'hui. C'est passé trop vite, mais en tout cas, un grand merci à Cheikh Tidiane Sow, notre invité, coach en communication politique, fondateur et consultant de Lead Consulting spécialisé dans le leadership et la communication. Du point de vue de votre carrière internationale, eh bien, vous avez eu à travailler à Renault, à Standard Bank of South Africa et à IBM, c'est en Afrique du Sud. C'était pour faire tout simplement court. Et Dr Sow, vous êtes mathématicien de formation. Ça a été un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. J'ai passé un bon moment avec vous et j'ai bien aimé toutes les questions que vous avez posées et d'avoir échangé avec vous. Merci. Plaisir partagé, mesdames, messieurs. Ça n'est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Gardez l'écoute, place à Mordofei et à son invité. Merci.
à l'équipe digitale, à la tête Alioune Badara Socé, Papadio Abdoulaye. Merci à tous et rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.